Tu penses qu'il faut être né à Nice pour en capter l'âme? Spoiler, pas forcément. Il a ouvert 8 restaurants à Nice, chacun avec sa propre âme, son propre style et toujours cette patte reconnaissable d'Armand Crespo. On va parler de concept, de cuisine, d'intuition et de ce que ça veut dire d'être plus niçois que les Niçois. On y va? Bonjour Armand, merci beaucoup. C'est plaisir de vous voir aujourd'hui à 9h du matin au Vieux-Nice. Donc notre idée aujourd'hui, c'est de faire un tour de vos restaurants pour parler des concepts. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi quelque chose assez intéressant de voir une personne qui a créé les établissements absolument différents. Donc l'idée, c'est un peu d'entrer dans votre tête pour voir qu'est-ce qui se passe là et comment vous avez pu créer tout ça. Vous êtes ambitieuse là, vous voulez rentrer dans ma tête? On commence par Type 55. Si vous pouvez nous raconter un peu l'histoire peut-être, comment vous avez eu cette idée et après on va regarder ensemble. Alors Type 55, c'est une idée qui germait depuis longtemps en fait. Je voulais un restaurant où on touche un peu à la pizza. Oui. Parce que c'est quelque chose que je ne mangeais pas, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas tant que ça. C'est vrai? Ouais. Et c'est quelque chose en fait qui, je crois que dans le monde entier, il y a une pizzeria ou des restaurants autour de la pizza. Ce lieu n'est pas que autour de la pizza du tout. En fait, ce lieu a 5 entrées, 5 plats, 5 desserts et 5 pizzas. Mais il y a des pizzas qui sont traitées d'une autre manière que les classiques qu'on a des pizzas, reine, marguerite, etc., etc. Donc je ne cherche pas du tout à révolutionner la pizza, pas du tout, mais j'avais envie de toucher à quelque chose. En fait, moi j'aime toucher où on n'a pas le droit de toucher. Et c'est ça qui me plaisait. Parce que dans mes autres restaurants, ça peut être plus classique. Et ici, ce restaurant, il n'est absolument pas classique du tout. Mais comment vous avez eu cette idée? C'est comme vous réveillez le matin, vous dites pizza, il faut que je fasse quelque chose autour de la pizza. Ou comment vous avez goûté quelque chose? Juste voilà, c'est ce moment où vous avez dit il faut que je crée quelque chose autour de la pizza, mais pas dans la stylistique classique. En fait, l'idée de ce lieu a germé pendant le Covid. C'est-à-dire que tous nos restaurants étaient fermés, ainsi que les autres, bien sûr. Et en fait, ce lieu m'a sauvé, en fait, parce que je trouvais ça complètement anormal qu'on soit fermé, comme tout le monde. Et d'ailleurs, ma femme, elle m'a dit, mais toi, tu es un grand malade, il faut que tu te fasses soigner parce que tu es en train de créer un restaurant alors que tous tes restaurants sont fermés. Et donc, je me suis lancé dans ce lieu parce que ce local, je l'avais visité un peu avant. Et je me suis dit que c'est là qu'il fallait le faire parce que ce local était très atypique, comme l'idée de faire des pizzas de cette manière complètement atypique. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce lieu à ce moment-là. Si je n'avais pas été dans cette période de Covid, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais c'est le moment qui a fait que j'ai voulu m'intéresser à ça. Okay. Si vous pouvez nous inviter pour montrer un peu à l'intérieur, j'ai vu déjà, mais comme ça on va montrer à l'intérieur ce que c'est Type 55. On y va? Et maintenant, vous avez ici beaucoup de jeunes filles qui font des selfies. Ça attire en fait quel type de clientèle? En fait, ça n'attire pas une clientèle, mais toutes les personnes, souvent en partant, prennent en photo cette image, parce qu'elles l'ont compris, cette image. Et c'est ça que je voulais, c'est qu'il y ait une accroche, parce qu'il n'y a pas d'autre accroche ici de déco, à part les luminaires, etc., etc. Donc voilà pourquoi. C'est pour ça que je dis que dans un projet, il faut aller au fond des choses. Et quand on met la pression sur la pierre, des fois il jaillit le diamant, Oui. Et là, c'est une preuve. Mais avec l'équipe, c'est assez souvent quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne. Je suis jamais d'accord. Ok, donc c'est difficile de travailler avec vous. Non, c'est pas difficile parce qu'en fait, j'ai les idées bien arrêtées sur certaines choses. Sur d'autres, non. Mais il y a des choses où j'ai des idées très arrêtées. Et si on n'arrive pas à ces idées, on recommence, on refait, on machin. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps. Je dis souvent, je suis une tortue. Il y a des points où je cède peu de centimètres. Ok, mais on va dire que
pour vous, assez souvent dans la restauration, même les gens qui possèdent un seul restaurant, ils ont vraiment cette difficulté à déléguer. J'imagine que vous devez, avec la quantité des restaurants que vous avez, déléguer. Est-ce que quand même mentalement pour vous, c'est toujours difficile de donner la possibilité de décider quelque chose à une autre personne? Il y a des points où je ne délègue pas. Ok, par exemple. Par exemple, voilà, sur des points de décoration ou sur des points de cuisine ou d'autres, je délègue certaines choses, mais pas tout. Parce que je vous dis, j'ai des idées des fois un peu arrêtées. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'emmène dans mon aventure des gens que j'ai choisis et dans lesquels je me suis rendu compte qu'à un moment, ils n'auraient plus besoin de moi. Mais ce n'est pas dès le départ. Ça se fait par petites touches. C'est pas qu'ils veulent me prouver, il faut qu'ils me prouvent quelque chose, pas du tout. C'est qu'en fait, ils grandissent et ils prennent de la maturité au fil de notre parcours. C'est jamais parfait quand on ouvre. On peut se tromper sur certaines choses qu'on va rectifier. On va jamais changer la ligne, je ne change jamais la ligne conductrice. Jamais l'idée du départ, je ne la change. On peut amener à modifier des imperfections, mais jamais l'idée du départ. Jamais, jamais, jamais. Mais est-ce que vous voyez la différence aujourd'hui entre la génération d'aujourd'hui qui travaille avec vous et les gens qui ont travaillé, ça fait 5 ans, 10 ans? Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui disent qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de travailler avec les jeunes, de construire l'équipe, parce que ce sont les gens de notre génération qui travaillent autrement. Est-ce que vous sentez cette différence ou pas forcément? Moi, s'ils veulent travailler avec des vieux, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Moi, j'ai envie de travailler avec les jeunes pour différentes raisons. Parce que d'abord, ils me donnent un peu de leur jeunesse. Oui. Et puis c'est eux l'avenir de ce métier. Moi, je trouve que les jeunes, ils sont bien. Ils m'intéressent, ils me plaisent. Alors, tous les jeunes, oui, c'est facile de taper sur un jeune, quoi. Oh, il est trop jeune, ça va pas. Il n'est pas sérieux, non, je crois pas à tout ça. Moi, je crois à la motivation. Je pense moi, j'ai vu des jeunes démotivés et j'ai vu des jeunes qui ont évolué d'une manière incroyable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est où on met le curseur aux jeunes. Où on le met. Moi, je pense que si à une personne, je lui demande ça. Je ne lui demande pas ça. Je ne mets pas le curseur plus haut. Par contre, si le curseur, je te l'ai mis là et si tu me donnes en dessous, non. Je ne suis pas d'accord. C'est important pour construire l'équipe, vraiment pas de parler que par rapport au travail, mais vraiment d'avoir cette idée qui est cette personne, quelle chose l'intéresse. Enfin, moi, je considère qu'une équipe, on la forme pas qu'avec des galactiques. C'est pas vrai. Ils peuvent devenir, parce qu'en fait, les 1 ou 2 galactiques que vous allez avoir dans une équipe vont tirer souvent les autres vers le haut. Mais il y a des gens qui ont des facteurs limitants, je veux dire, dans leur travail. Un cuisinier, ils ne sont pas tous dans le génie de la création qui n'existe pas pour moi dans la cuisine. Le génie de la création n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est que du travail. Mais si on parle de la motivation, parce que vous dites que voilà, il y a personne plus motivé, moins motivé, ça dépend, mais comment on peut aujourd'hui motiver les gens? Pour moi, c'est toujours une question, comment donner cette envie? Et si peut-être on peut motiver, ou il faut trouver juste des personnes motivées dès le début? C'est facile, hein? Ok. C'est l'exemple. Oui. Mais par exemple, vous êtes ici le matin en train de déjà travailler, mais la personne peut-être n'est pas tout à fait motivée, il est en retard déjà de 30 minutes. Ouais. Comment vous pouvez motiver cette personne de ne pas être en retard et de venir avant vous et pas après? Non mais être en retard, c'est pas grave. Ok, ce qui est grave. C'est pas grave d'être en retard. Pour moi, ce qui est grave, c'est d'être en retard dans son évolution de travail, se désintéresser de son travail. C'est pas parce qu'on est en retard, ça peut arriver d'être en retard. Je veux dire, bon, ça va, on fait assez d'heures pour tolérer de temps en temps un retard, à partir du moment où il est prévenu ce retard. Enfin, ça, c'est des détails qui sont techniques. Mais l'important, c'est de voir l'évolution de cette personne. Okay. C'est-à-dire que quand il rentre chez vous, s'il ne fait pas la différence entre une assiette chaude et une assiette froide,
bon, vous partez de loin. Et si vous voyez cette personne évoluer, parce qu'en fait, autour de lui, il a des gens qui ont l'essence de ce vrai métier. En fait, c'est ça, il faut avoir un noyau dur pour attirer les autres un peu vers le haut et qu'ils apprennent ce métier. La formation est très très importante. En fait, il y a 2 menus le soir découverts. Oui. Ce sont 2 menus qu'on propose à nos clients où ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Je ne savais pas que vous avez ça ici. Ouais. Ok, c'est intéressant. Voilà. On a un menu en 4 services Ok. et un menu en 5 services. C'est le soir, c'est tous Ouais. les jours. Ok. On a un menu de déjeuner à Oui. midi à 22 euros. Ok. Et le soir, moi je mangerai ça. Ok. En fait, il y a toujours une réflexion dans la direction quand on dirige une entreprise. Alors moi, je ne donne pas les explications à ça. Je vous les donne à vous parce que vous me posez les questions. Mais si je vais expliquer ça dans une école de commerce, on va dire mais lui, il est malade, il est fou, il est à côté du truc, etc., etc. Non, ce sont des vraies logiques vérifiées. Si vous avez 30% d'achat en plus... Bah oui, c'est pas rentable déjà, le restaurant. T'as Si, 30%, mais 30%, c'est énorme les augmentations de prix. Vous ne vous rendez pas compte parce que les mecs qui sont dans la tête dans le guidon, ils ne vont pas regarder que les prix augmentent. Mais vous n'avez pas la possibilité de bloquer les prix avec la quantité des achats que vous faites? Non, on ne peut pas bloquer les prix. En fait, il faut les surveiller, les prix. On ne peut pas les bloquer. Je ne vais pas dire à un fournisseur, bloquez-moi le prix de n'importe quoi, des poireaux. Bah si, je connais, les restaurateurs ils le font, ils bloquent les prix. Moi, je ne connais pas le blocage de prix sur des produits qui sont fluctuants. Ok. Comme poisson, tomates. Poisson, légumes, etc. C'est fluctuant. Donc, je ne vois pas qui bloque. Bah donc, Bistrot d'Antoine, racontez-nous l'histoire de votre début. Alors, ça, c'est un peu le vaisseau amiral. C'est le premier lieu que j'ai ouvert. C'est un hasard sans être un hasard, parce que moi, je suis quelqu'un qui me nourrit de certaines choses. J'avais toujours dit à ma femme, un jour, j'aurai un restaurant dans le Vieux-Nice et on verra les cascades du château. Non, mais c'est pas des conneries, je vous raconte. Il faut lui demander. Hein. Et bon, bah voilà, la cascade, elle est là. Ouais. Et le restaurant est dans le Vieux-Nice. Donc, parce que je voulais le Vieux-Nice. Ok. Et pourquoi vous avez... C'est l'idée commerciale, parce qu'il y a, comme vous avez dit, il y a beaucoup de monde qui font quelque chose. Il y a des choses qui peuvent réunir de l'activité commerciale dans la rue de la préfecture. Oui. Etc. Et puis, ce côté site historique à 100 mètres de la mer, c'est quand même quelque chose. Et puis les chiffres du tourisme à Nice sont quand même... On sait que chaque, touriste qui se pose à l'aéroport passe au moins une demi-heure ou 1 heure dans le Vieux-Nice. Oui. Donc, il y a la logique. Ça c'est l'aspect stratégique. Et ensuite, parce que j'avais les moyens à cette époque-là d'acheter cette affaire, qui était une affaire, donc une vieille entité niçoise, le bar Antoine, très ancien, etc. 1904, ça existait encore déjà, etc. Et donc c'est là où je me suis dit, tiens, je vais pouvoir exprimer avec une affaire à ma main, pas très grande, avec un étage qui à l'époque n'était pas ouvert. Et nous on l'a ouvert, etc. Et je l'ai démarré d'une manière, sereine, en ayant vraiment mis tous les facteurs de mon côté pour m'éviter toutes les peurs que vous avez. Et pourquoi vous avez décidé de changer le nom? Donc, je n'ai pas changé. C'était bar d'Antoine, vous m'avez dit. En fait, voilà. Donc regardez. ça, c'est bistrot. Ah, j'ai pas eu, c'est vrai, c'est bar Antoine. Ça s'appelle bar Antoine. Et moi, je voulais... En fait, quand on a racheté ici, je voulais donner une touche un peu plus moderne, il y a 20 ans, de l'appeler bistrot. Le bistrot d'Antoine, je trouvais que ça faisait plus actuel.
le bar Antoine. Oui. Bistrot. Mais vous vous souvenez de votre premier jour de l'ouverture? Tout à fait. C'était comment qu'est-ce que vous sentez Bah, combien plus ou moins de personnes vous avez Je eu, sais, on avait eu, je sais pas, on n'a pas beaucoup fait. Donc beaucoup vous de étiez monde. c'était vous qui Il y a avait encore moi, mon fils, oui, j'avais un cuisinier oui, et un plongeur. ok. Et après, qu'est-ce que vous sentez Ben, j'étais heureux parce qu'en fait j'étais en train de réaliser un rêve, Oui. c'est-à-dire d'ouvrir mon restaurant. J'étais super heureux. Bon, donc j'étais quand même un petit peu connu parce que j'avais travaillé dans des lieux emblématiques. Oui. J'ai travaillé avec des cuisiniers emblématiques ici, notamment Maximin qui est un peu une espèce de mentor pour moi. Donc je connaissais tout le microcosme niçois puisque je les avais fréquentés dans des lieux, j'ai travaillé toujours dans des lieux où je me suis intéressé aux Niçois. Et en fait, quand ils venaient chez moi, eux ne me connaissaient pas, mais moi je les connaissais. Donc j'avais un coup d'avance et je les ai traités d'une autre manière. Ok, Parce que les Niçois aiment être reconnus. oui. Oui, bah, tous les gens, je crois qu'ils aiment être reconnus. Non, mais ça dans fait le plaisir. microcosme C'est niçois, encore, c'est encore plus important. Et moi, je les connaissais parce que j'ai travaillé dans des lieux emblématiques Oui. avec Maximin où toutes les Niçois venaient. Je travaillais chez Loulou, au Croc de Cagnes, c'était un restaurant de poisson où Oui. tous les Niçois venaient et tous les gens de. Voilà, des lieux très, comment dirais-je, identitaires, locales. Pour au bistrot d'Antoine, vous n'avez pas associé. Et c'était une Non. idée de laisser Si, toujours. je me suis associé avec ma femme. Oui, mais c'est une affaire familiale, ça on ne prend pas en compte. Voilà. Oui, non, je démarrais. Il y aurait qui avait envie de mettre 10 € sur moi? Si vous pouviez supprimer une seule galère dans votre métier, ça va être quoi? Une seule Oui, galère. vraiment quelque chose qui vous irrite, vous détestez ça, et on fait ça n'existe plus. Moi, je pense que la panne technique, c'est vraiment un truc qui me fait chier. Il y a toujours quelque chose qui est Mais en non, panne. oui, voilà, c'est de l'électricité ou Serrure. ou des trucs qui vont vraiment m'emmerder. Qui sont des trucs qu'on peut résoudre, mais qui t'emmerdent tellement que ouais, c'est ce genre de trucs, c'est idiot. Selon vous, c'est quoi pour vous un mauvais client? On est bien d'accord que ça existe. Un mauvais client, ça peut Ouais, exister. bien sûr. C'est quoi le mauvais client? Moi, le mauvais client, souvent, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement un mauvais client. Il était dans une situation de mauvais client. Ok, C'est-à-dire, il avait passé une mauvaise journée, ça s'était mal passé. Des fois, on a des journées qui ne Oui. se passent pas très Oui. bien, etc. Et mais malgré tout, il avait réservé dans un restaurant et il arrive, il est pas, déjà pas content. ouais, il n'est pas content. Donc, moi, je peux rien faire pour lui. J'aurais beau lui faire très bien à manger, non, parce que voilà, souvent je me suis rendu compte que ce mauvais client, c'est un gars qui était passé par un moment un peu compliqué. Ok. Ben voilà, en fait, on part d'un produit qui peut spécialement n'a pas un côté glamour ou qui peut avoir un désintérêt. Oui. Et en fait, un client il va dire ouais, l'aubergine, oui, nous vont conseiller, oui, on vous la conseille, goûtez. Et évidemment, quand le plat il arrive, le gars tout d'un coup prête une attention différente. Vous lui faites changer un peu d'avis. Vous lui avez mis une petite puce dans le cerveau en lui disant attends, tu prends une aubergine, mais nous on va la travailler d'une certaine manière. Mais dans la carte, c'est comment? C'est aubergine ou Oui, c'est aubergine et puis il y a quelques énoncés. Donc il n'y a pas sur, nos marketing non. qui disent Non. c'est aubergine. L'aubergine, voilà, Ok, avec, les condiments, etc. On ne peut pas tout marquer. Après, il y a une explication. Le serveur Oui. doit donner l'orientation de tous les plats pour les gens qui ont des allergies ou des gens Oui. qui n'aiment pas ci ou pas ça. On a mis la pression avec la caméra. Oui, là. Non, mais eux, ici, c'est des tueurs. Hein. Et en fait, moi, ce restaurant, je le considère comme une Formule 1. C'est un cockpit de Formule 1 et ça fait 10 mètres carrés, ils sont 5. Et Ah en oui. fait, il y a chaque, comment dirais-je, Tout doit être à sa place, sinon Voilà. ça va être le chaos. en fait, on a une cuisine de... Waouh, voilà. c'est beau. Voilà, Regarde donc l'aubergine, donc tout d'un coup, quand je vous amène ça, l'aubergine, vous avez la même vision et vous ne donnez plus la même attention. Et vous lui donnez, tout d'un coup, vous allez lui donner
où la zèle elle est respectée un peu. Et c'est bon. C'est vrai. Déjà, c'est beau. Non, mais ça. Et après, ça doit être bon. Voilà. Sinon, ça sert à rien. C'est bon, c'est assaisonné. C'est ça qui est important en fait. Et la plus-value que vous allez donner à ce plat, elle vient sur le fait que chaque petit élément, il y a une attention particulière. Donc il faut prendre tout, c'est ça. Il faut goûter. Les Asiates, vous savez comment ils mangent les Asiatiques? Comment? Ils goûtent d'abord élément par élément. Pour après. Et après, ils vont manger tout ensemble. Mais vous faites, je ne sais pas si les gens qui travaillent dans d'autres établissements, ils doivent venir manger ici de temps en temps ou pour goûter la cuisine. Non. Vous ne faites pas les échanges? Non, mais ils le savent, ils savent très bien. Apprentissage, on peut. Non, il leur arrive. En fait, ici, le problème de ce lieu, c'est l'espace. Ils ne peuvent pas toujours venir, etc. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ce restaurant est très limité. C'est une Formule 1, c'est un cockpit de Formule 1. C'est un cockpit de Formule 1, c'est comme ça. En fait, nous ici, dans mes restaurants, on a une cuisine de mouvement et non de déplacement. Oui. Ça, c'est un truc qu'il faut intégrer dans les restaurateurs de l'intégrer. Oui. Souvent, ils disent, mais il faut une grande cuisine. Oui, mais ici, je ne peux pas comprendre comment ils peuvent travailler. C'est vraiment c'est petit, mais cuisine de mouvement. En fait, regardez, eux, ils sont là. Ils ont ça et ça. Okay. Ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ok, donc ils ont tout autour de... Ils font pas ça. Oui. Pas là. En fait, il faut choisir, quand on crée une cuisine, il faut choisir si on veut faire une cuisine de mouvement ou une cuisine de déplacement. Ok. Ce facteur est extrêmement important. Extrêmement important. Ok. Service du midi ou du soir? C'est dur comme question. Oui. C'est dur comme question parce qu'en fait, le service du midi, il est tellement important. Pourquoi? Dans l'aspect financier. C'est-à-dire que si on ne fait qu'un service par jour, financièrement, c'est pas assez. Okay. Il faut assurer... la bataille du midi, c'est celle qu'il faut gagner. C'est le plus dur à gagner. Okay. Donc, je dirais service du midi. Ok. Petit bistrot ou grand restaurant? Petit bistrot. Ouvrir un nouveau restaurant ou sauver un ancien? Sauver, bien sûr. Ok, donc c'est... Bien sûr. Vous n'avez pas cette idée que si c'est quelque chose ne marche pas, il faut fermer, oublier Non, surtout pas. Pourquoi? Mais parce que en fait, votre projet du départ, c'est un engagement, quoi. C'est pas on ferme parce que non, c'est trop facile. On va au bout, on va au fond. Non, on le sauve, on remet de l'argent. On change, on modifie, toujours le fil conducteur, mais non, on le soutient. Concept réfléchi ou coup de folie? Mais pas dans la restauration. Tradition ou créativité? Tradition ou créativité? Bon, la créativité, c'est l'esprit qui s'amuse. Donc c'est vrai que la créativité, c'est génial. Parce qu'en fait, la créativité, c'est quelque chose qu'on partage en commun chez nous. C'est pas un mec qui dit « Ah, j'ai une super idée », non. On va partager une idée, on va dire « Non, on va faire ci, on va modifier ça, ou machin ». La créativité, ouais, c'est du travail et puis c'est amusant, c'est hyper amusant. Donc créativité. Ouais. Cuisine ou salle? Cuisine ou salle? Putain, c'est une bonne question ça. La salle. Pourquoi? Mais parce qu'en salle, on est en première ligne de voir tous les problèmes qui se passent en cuisine. Okay. Et quand vous êtes en cuisine, vous ne voyez que les problèmes qui peuvent exister en cuisine. Client fidèle ou un nouveau client? Le client fidèle. Le client, on va revenir à vos peurs. Le client fidèle, il vous rassure, il vous enlève les peurs. Le nouveau client, non, on a envie de le contenter, bien sûr, on a envie qu'il devienne un fidèle. Mais le fidèle, il vous rassure. C'est lui qui vous permet de dire, je ne fais pas ça pour rien, puisqu'il revient, il m'a choisi, de revenir chez moi, etc., etc. Et il vous enlève les peurs. Recruter sur le feeling ou sur le CV? Sur le feeling. Moi, je ne regarde absolument jamais les CV. C'est vrai? Jamais. Mais qu'est-ce que vous devez sentir pour comprendre que c'est un entretien. Moi, je perds énormément de temps aux entretiens. Okay. Énormément de temps. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir,
On va discuter et ça peut durer 1 heure. Mais vous parlez de quoi On parle de tout. Ok. On parle en fait, des gens. En fait, ce qui est important, c'est de saisir chez les gens quelque chose. Ils vont vous parler. Vous allez peut-être saisir 1 ou 2 choses sur 1 heure de discussion. Et ces choses-là vont être importantes pour l'intégration dans une équipe ou de prendre la décision. Un CV, moi, je le regarde même pas. Je le regarde à la fin. Et en fait, sur un CV, on met ce qu'on veut, hein. Moi, je ne veux pas contrôler si vous avez travaillé là et là. Aucun intérêt. Mais quels sont les signes pour vous pour dire que non, ça c'est sûrement non? Souvent des personnes qui sont sûres d'eux, des personnes qui ne vont pas modifier ou s'adapter. On sent très rapidement chez les gens leur incapacité à s'adapter. Et en fait, pour moi, l'important, c'est de s'adapter. Vous allez avoir un comportement et un mode de fonctionnement dans tel restaurant, et dans tel restaurant, et dans tel restaurant. Et pour moi, un très très bon professionnel, c'est quelqu'un qui s'adapte. Pour moi, et en fait, vous le voyez, quand vous posez des questions, il y a des questions pièges. Oui. Alors, tiens, est-ce que tu es capable de faire ci, de travailler d'une autre manière, en binôme, Oui. Et de ne pas prendre les commandes tout de suite, mais de connaître d'abord toute la carte. Ah non, mais je prends une photo. Ok, tu prends une photo, mais une photo, ça ne suffit pas. France ou Portugal? Mais désolé. Alors, la France ou le Portugal? Alors, bon, la France. Pourquoi? Mais parce que la France, j'adore ce pays d'abord. Elle m'a tout donné. Elle m'a accueilli. Je l'ai respecté. Le Portugal, pour moi, c'est autre chose. En fait, quand je vais là-bas, je suis pas du tout, je suis un autre homme. C'est-à-dire, je suis en mode vacances, famille, shopping, restaurant, tout ce que je fais pas ici, en fait. Je suis pas du tout en mode Armand Crespo. Je suis quelqu'un qui vit ce pays en vacances avec ses notions de famille, de partage, etc., etc. Non, la France, la France, elle est... Quelle est la différence pour vous entre, par exemple, Cannes et Nice? Qu'est-ce qu'on peut sentir à Nice qu'on ne sent pas à Monaco ou à Cannes? Parce qu'à Nice, c'est une vraie ville, avec ses défauts, avec ses qualités, avec son architecture, avec ce côté vieille ville, une ville dans la ville. Une ville dans la ville, c'est dingue. Il y a très peu de villes qui ont une ville dans la ville. Quand vous sortez du Vieux-Nice, tout d'un coup, c'est pas la même ville. Il y a un autre état d'esprit, il y a un autre fonctionnement. Et puis, je sais pas, bon, les Niçois, ils me font marrer, hein. Mais c'est quoi le Niçois en fait? Un vrai Niçois? Comment vous pouvez le décrire? Déjà, le Niçois, il a un nom qui finit en I. Parce que bon, ce sont les familles italiennes qui sont venues, etc. On va pas refaire l'histoire. Oui. Mais il y a cette identité niçoise qui est intéressante. Parce qu'ils détestent tout le monde, mais en même temps, ils aiment un peu tout le monde quand même. Ouais. Ils ont quand même accepté d'être envahis par tout le monde ici. Donc, malgré tout, ils sont pas accueillants, mais ils ont quand même un cœur. Oui, voilà, c'est le restaurant où on nous appelle, il faut qu'on y va. Ça, c'est la carte. Là, on va au bar des oiseaux. Oui, on y va. Donc, voilà pourquoi ils nous accueillent quand même ici. Ils accueillent tout le monde, même les touristes. Oui. L'été, etc. Bon, ils sont assez résilients quand même. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Assez souvent, en passant par le Vieux-Nice, surtout en été, je galère à entendre le français parce qu'il y a toutes les langues autour de moi. J'ai dit, oui. Mais il y a tout. Il y a le russe, le chinois, l'anglais, mais il y a vraiment beaucoup de touristes. Et c'est vrai que pour les habitants, ça doit être dur. Donc, votre citation. Je suis partie de Paris. Il faisait -8. Je suis arrivée ici, il faisait 18 avec un beau ciel bleu. Oui. Je n'étais jamais venue à Nice. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc, on peut dire, parce que moi, je dis toujours, je suis un migrant climatique. Je suis de Saint-Pétersbourg. Il fait -25, -30 sans soleil. Et c'est vrai que quand je suis à Nice au mois de février, je savais pas que c'est possible d'avoir ce ciel, lumière, luminosité au mois de février. Pour vous, c'est vrai que c'était une partie ou c'est pourquoi finalement vous avez décidé de venir ici de Paris? Parce que Paris, ça donne la possibilité énorme pour le travail dans la restauration. Enfin, même, surtout aujourd'hui, c'est dynamique, mais à la période quand vous êtes venu ici, c'était pas la même ville, pas du tout. Pas du tout.
En fait, moi j'ai vécu de 1 an à 30 ans à Paris. J'adore cette ville, bien sûr, c'est une ville incroyable. Au-delà du fait que ce soit la ville des amoureux, c'est une ville de dingue. Je ne pensais jamais un jour quitter Paris, hein. Et je suis venu ici totalement par hasard. Un jour, c'était au mois de décembre. Mhm. Et c'est vrai qu'il faisait -8 à Paris. Et j'arrive ici, il faisait 18 ou 19 degrés. Il y avait un ciel bleu de dingue. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ce décalage de 1 heure d'avion sur 1000 bornes ou 900 kilomètres, je sais plus. Ça m'a paru complètement dingue. Et en fait, le contraste, il était énorme. Mais c'est pas la température. C'est qu'en fait, les gens étaient pas pareils. Moi, j'étais en imperméable ou je sais pas quoi, avec des gants, des machins. Et quand je suis arrivé ici, les gens étaient Oui, bah comme oui. ça, quoi. Et donc, tout d'un coup, le rapport, il est plus le même. Le dialogue, il est plus le même. Ce qu'on fait n'est plus le même. Le gars, il me dit, ben, on va boire un café au safari. Ah oui. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et il m'a emmené au safari et on a bu un café au soleil. Bon, donc les rapports humains sont plus les mêmes. Ok. Mais en fait, c'est le climat qui change Mais oui, un peu mentalité peut-être des gens absolument, et la manière de absolument. communiquer. Le fonctionnement n'est plus le même. On n'a pas la même distance avec les gens, on n'a pas la même approche et on n'a pas le même sourire puisque il y a une notion de plaisir Oui. rien que dans l'environnement, au-delà des discussions qu'on peut avoir avec les gens, quoi. Bah, racontez-nous l'idée de l'apparition de la cave du Pour. Oh putain, c'est compliqué ça. J'adore les histoires qui sont compliquées. Mais en fait, la cave est un lieu qui stocke tous les vins Oui. et qui ensuite, tous les matins, les restaurants commandent le vin et eux distribuent le vin. Donc vous avez votre propre cave pour tous les restaurants. C'est Tous nos magnifique. restaurants. C'est-à-dire que c'est de la logistique pour nos restaurants, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de stocker du vin. Oui. Ils commandent, voilà, ça va aller, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, comment dirais-je, c'est simple. Les gars passent la commande le matin, ils sont livrés. Il y a une logistique qui est incroyable, il y a une facture, il y a un bon de livraison. On peut gérer ça facilement. Et c'est ouvert le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir en bar à vin. En fait, ce lieu n'avait pas lieu d'ouvrir en bar à vin. Ok. Le problème, c'est que quand on a fait cette cave, on a fait une déco comme si on allait recevoir du monde, mais pas du tout. Parce qu'en fait, on recevait nos fournisseurs, nos vignerons, etc. Donc au début, vous ne pensez pas du tout de Jamais faire de la ouvert. vie. Ok. Jamais de la vie. En fait, quand on faisait des dégustations de vin, on grignotait des trucs. Il y avait des gens qui passaient et les gens, bah, ils voyaient des gens en train de boire et manger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils rentraient. Bah oui. Ils rentraient, on leur disait, mais non. C'est que pour nous, c'est pas pour vous. Les gens disaient, mais attendez, il y a des tables, des chaises, vous êtes en train... Bon. Ensuite, ils passaient aussi des habitués des autres restaurants, pareil. Alors eux, on ne pouvait pas les refuser. On leur disait, bon, bah venez. Et puis en fait... Les gens vous forçaient en fait ouais, exactement. Et en fait, à un moment, on a décidé de l'ouvrir, mais on se dit, mais non, mais que 3 soirs par semaine. Ok. Parce qu'en fait, le but de ce lieu n'était pas du tout d'ouvrir. Et ça, il y a eu un succès phénoménal. On a été une des premières caves. On s'en a ouvert Ouais. il y a 8 ans, 9 Ouais. ans, je ne sais plus. Et en fait, on a amené un espèce de truc. Enfin, nous ici, c'était notre Facebook, quoi. C'était un mode de communication, c'est qu'on venait ici, on buvait un verre, on grignotait un truc, parce qu'on fait cadeau de les petits trucs à grignoter, quoi. Bon, maintenant, il s'est ouvert 10, 15 bars à vin, Oui. tous incroyables, avec d'autres concepts, etc. Moi, je pense qu'on est l'origine, c'est de la logistique, c'est de pouvoir livrer tous les matins les restaurants, nos restaurants, on ne fait que nos restaurants, en matière de vin, parce qu'on vend beaucoup de vin quand même. Niçois et les touristes, est-ce que vous voyez les différences quand ils sont dans vos restaurants? Dans leur comportement, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, la grande différence entre le touriste et la clientèle niçoise, c'est le mode festif. C'est-à-dire que le Niçois, quand il va dans un des restaurants, que ce soit les miens ou les autres, bon, bah, il va manger au restaurant parce qu'il a des amis, parce qu'il a
il veut faire une sortie, etc. Le touriste, lui, il est différent parce qu'il est en vacances. Donc il n'a pas le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une ville et que vous allez manger au restaurant, votre comportement n'est pas le même que si demain vous êtes, vous, à Lisbonne ou à Copenhague. Oui. Vous n'êtes pas pareil, vous êtes plus... C'est vrai. Vous avez envie de profiter de la vie. Et on dépense plus. Exactement. vous devenez un client qui est en mode festif. Donc vous, en tant que restaurateur, vous préférez, on peut dire, les touristes? Pas du tout. Mais c'est logique, parce que les touristes, ils peuvent augmenter le chiffre d'affaires dans un restaurant. Non. Pourquoi? Pas du tout. Moi, je veux que dans mes restaurants, il y ait des touristes et des Niçois. Ok. Pourquoi? Parce que les touristes, s'ils vont dans un restaurant où il n'y a que des touristes, ça leur crée un problème. C'est vrai. Ça leur crée un problème. Ils se disent, mais... Là, j'ai un Allemand, un Espagnol, un Grec, un machin, enfin bref. Non, il faut qu'il y ait des touristes parce qu'il y a un côté, on est dans la réalité. Oui. On a des gens, on peut partager avec un Niçois de certaines choses. Moi, j'allais avant tous les ans à Barcelone. Oui. Je n'y vais plus. Pourquoi? Je n'y vais plus parce que cette ville, elle a perdu pour moi un intérêt. C'est-à-dire qu'avant, j'allais dans des restaurants où il y avait des Espagnols, des Barcelonais, des machins. Et dans certains restaurants où je suis retourné, où j'avais envie il n'y a plus que des étrangers. Et je trouve que ça perd de son charme. Mais pour les jeunes, donc ils doivent toujours trouver vous ou une autre personne. Exactement. Qui a déjà... Mais c'est pour ça. Ok. Mais non, mais c'est vrai, parce que tu ne connais pas qu'est-ce que tu dois faire, par quoi tu dois commencer. Les papiers, c'est l'horreur en France. Bien sûr. Bureaucratie. Mais vous avez, je crois, que beaucoup de demandes de la part des jeunes chefs, restaurateurs, de créer tel ou tel type de projet. Avec vous, j'imagine. Attention. Non, en fait, moi, je privilégie les gens qui ont travaillé avec moi. Ok. Qui ont un peu mis leur sang et leurs larmes dans les lieux et qui ont prouvé qu'ils avaient un esprit d'entrepreneur. Oui. Tout le monde, c'est le curseur. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit de l'entrepreneur? C'est quoi? L'esprit de l'entrepreneur, c'est un gars qui, dans son comportement dans l'entreprise, n'est pas le même qu'un gars, le fameux curseur. Oui, donc il va faire encore plus. Le gars, il a un curseur comme ça, le mec. Parce que premier au travail, le dernier parti, parce que il devient tout d'un coup responsable, tout d'un coup son degré d'investissement dans le travail n'est pas le même. Mm-hmm. C'est ce fameux curseur. Si tu as le curseur là, il est là ton curseur. C'est pas grave. Oui. Mais le mec qui a le curseur là, il va finalement être un propriétaire de son propre restaurant. Et oui. C'est quel est le degré d'investissement? Le mec qui est un entrepreneur, il a un comportement dans l'entreprise en tant que salarié, il a le même que quand il devient propriétaire ou entrepreneur dans ce lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, il va diriger son destin professionnel. Donc vous allez travailler uniquement avec les gens qui travaillent déjà avec vous. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas, un jeune qui arrive, dit « Armand, regardez, j'ai un projet, trop cool, on peut le faire ensemble. » Je ne le connais pas. Ok, donc il faut avant prouver que… C'est me connaître et se connaître. L'important, c'est de se connaître. C'est toujours des rencontres. En fait, pour moi, la vie professionnelle, peut-être aussi la vie sentimentale, c'est des rencontres. Ok. C'est des belles rencontres. En fait, moi, j'ai toujours fait des belles rencontres professionnelles dans le cadre de mes restaurants. Oui. Et c'est ça qui m'a motivé à le faire. Oui, je sais que les gens qui me conseillent me disent « Oui, mais alors oui, vous vendez vos restaurants, nani, mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux et si c'est ça qui me plaît et si c'est ça qui marche. Et je peux te prouver que ça marche. » Bon voilà quoi. Donc on va donner un conseil, si quelqu'un veut ouvrir un restaurant, il faut avant venir travailler comme chef, gérant chez vous. Et après peut-être ils vont voir… Je vous raconterai quand on sera au bar des oiseaux le cas d'une personne qui est là-bas. Vous allez dire « Ah bon, c'est incroyable ». En fait, c'est les rencontres que l'on fait et la capacité de détecter chez quelqu'un une flamme. Il y a des gens qui ont une flamme et d'autres qui ne l'ont pas. J'ai rien contre les gens qui n'ont pas la flamme. Ils font partie des gens qui sont dans notre fonctionnement,
Il y en a qui ont 10, 5, 20. Il y en a, il a 19 ans de maison dans un de mes restaurants. Bon, bah, sa flamme, elle est différente. C'est un gars qui ne sera jamais entrepreneur parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Et il est très bon. Et il est respecté de la même manière que le mec qui a la flamme. Mais celui qui a la flamme, il faut le sortir. Il faut le mettre dans le feu. Il faut lui donner du bois. C'est pas une braise, le mec. Il faut qu'il soit incandescent. Alors, on est à Colita. Colita. Pour l'instant, c'est le bébé. le bébé, on va dire. Colita, donc Carlos qui avait travaillé au bar de la dégustation et à pêche. Oui. Daniele qui avait chef de partie au bar des oiseaux et qui après été chef à Type 55 et qui est ici. Les deux maintenant sont donc, ici. un Italien, un Colombien, un Italien. Portugais a décidé de créer un restaurant à Nice. Mais en fait, oui, on revient aux Niçois. Ils ont envahi, quoi. C'est pour ça qu'il faut les aimer, il faut les garder près du cœur, les Niçois. Parce qu'en fait, on vient chez eux, etc. Mais nous, on a décidé de naître ici, de vivre ici, pardon. Bon, Colita, donc il y a un Colombien et un Italien, c'est pour ça que ça s'appelle Colita, vous avez compris, Colombie-Italie. Et donc, c'est des gens qui sont brillants, c'est des gens qui, comment dirais-je, sont colombiens italiens, mais ils ont quasiment exercé toujours en Europe. Donc ils ont cette cuisine française méditerranéenne et la technique, et ils ont leurs influences de leur pays qui est là quand même, parce qu'on peut pas renier ses origines. Mais quand même, avant l'ouverture de votre premier établissement, vous avez eu les doutes, les peurs. J'imagine. Mais c'était quoi en fait les doutes, les peurs que vous avez eues? Non, mais les peurs, on en a toujours. À chaque fois que j'ouvre un lieu, j'ai des peurs. Quel type de peur? Que ça ne va pas marcher Pas du tout, jamais. Ok. Jamais. Cette peur-là ne doit pas exister. Pourquoi? Mais parce que il faut que votre projet soit tellement ficelé. Vous avez mis tout en œuvre pour que ça marche. Les peurs, ce sont un problème économique ou une erreur de stratégie. Non, on doit amener les solutions pour que ça marche. Peu importe si ça ne marche pas dès le départ ou pas. On doit le plan, enfin, vous allez me dire encore, ouais, c'est des phrases toutes faites, mais il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est de réussir le plan A. Donc on met tout en œuvre pour que ça fonctionne. On règle, on change, on peut modifier toujours en gardant le fil conducteur de l'idée de départ. Ok. Qui pour moi est la bonne. Mais les peurs, quand même, les doutes, c'était quoi que vous avez maintenant? Oh, c'est pas les peurs que ça marche pas. Non, c'est pas... Mais quel type de peur Armand Crespo a maintenant, après 8 restaurants? Ouais, on a des peurs parce que c'est toujours un événement d'ouvrir un restaurant. Les premiers jours, les tensions, les équipes sont un peu tendues. Il y a toujours l'attrait de l'inconnu. Moi, c'est peut-être l'inconnu qui me fait peur. Il faut se nourrir des peurs. Et c'est bien d'avoir peur. Et comment on peut se nourrir des peurs? C'est un travail qu'on fait un peu sur soi quand même. Qu'est-ce qu'on risque? Donc c'est mieux de ne pas faire ouvrir son premier restaurant avec sa famille. Absolument. Donc il faut que par exemple ta femme elle a son travail à elle et toi tu essayes d'ouvrir. Cette personne, elle va prendre en charge cette peur-là. De se dire je ne pourrais plus nourrir ma famille, je ne pourrais plus payer le loyer, etc. Enfin, un quotidien d'une vie familiale. Moi, quand j'ai ouvert mes restaurants, mes enfants étaient déjà grands, par exemple. Donc, si ça ne marchait pas, je me retrouve à bouffer des pâtes dans un studio, c'est pas grave. c'est pas... Mais vous avez eu cette idée au début que ça peut... Oui. Il faut protéger son environnement familial. Il faut le protéger. C'est important pour vous retirer certaines peurs. Vous dites assez souvent que le matin, vous vous réveillez, vous ne pensez pas que vous allez travailler, vous allez juste vivre votre vie. Ouais. Si vous pouvez raconter un journée type de votre journée, de votre vie. Elles sont tout le temps différentes en fait. Mais on prend un modèle plutôt type, plus ou moins, sans quelque chose d'extraordinaire. Bon, le modèle, il est simple, je me lève assez tôt. À quelle heure vous vous levez? Ah là là, moi j'ai une vie la nuit, c'est compliqué. Cette nuit, j'ai pas bien dormi par exemple. Je me lève assez tôt, 6h15, 6h30.
Ok. Je fais une petite heure de sport chez moi. Et ensuite, je suis dans l'entreprise à 8h30, 9h. Et ensuite, en général, c'est à Type. J'arrive à Type, on boit le café avec les gars, etc. S'il y a des trucs à gérer, je les gère. Ensuite, je vais de restaurant en restaurant. Ok. Je me balade. C'est chaque journée où vous faites Ouais, vraiment je le me tour d'un balade et restaurant. je décide de rester dans un des restaurants. Si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou une tension, ou si les gars ne sont pas en place, ou s'il y a un réel besoin que je sois là pour lisser une ambiance, ou lisser une atmosphère, ou discuter avec un des salariés que je sens un peu fragile ce jour-là, ou régler un problème technique ou administratif. Voilà, et je décide de rester dans le lieu, ou quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, il y a une chose sur laquelle je me suis rendu compte, c'est un service peut très très mal se passer si on travaille dans le chaos. C'est-à-dire que s'il y a le chaos en cuisine ou le chaos en salle, ça se passera mal. Et donc, je dois prendre des décisions là rapides si je sens que le lieu est fragilisé. Donc, on continue vers un autre sujet de Oui. marketing. Ouais. J'imagine que c'était vraiment votre choix de ne Ouais. pas faire les sites Ouais. pour vos établissements. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Je vais après essayer peut-être de vous convaincre de le faire. Non, mais pourquoi? Non, mais c'est pas me convaincre. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on essaie de convaincre. En fait, je me suis jamais. Il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé, on va faire un site du bistrot d'Antoine, Oui. etc. Nanani, nanana. Et en fait, les propositions qu'on m'a faites n'étaient pas spécialement intéressantes. Je pense que je suis pas tombé sur la bonne personne, ou je suis pas tombé sur les gens qui ont réussi à m'amener un vrai projet, ou quelque chose de vraiment intéressant, ludique, etc. Je pense que c'est pour ça, et je me suis donc désintéressé de ça. Pourquoi? Parce que mes restaurants fonctionnent quand même pas mal. Oui. Et c'est vrai que bon, je dis site ou pas site, bon, j'ai des exemples permanents Oui. de clients qui arrivent. Encore samedi, une table de 6 étrangères, 6 suédoises, qui sont arrivées en disant au bistrot Antoine, j'ai réservé 19h30, on est 6, et puis on a regardé, mais on n'a pas votre réservation. Mais comment Et vous n'avez pas votre réservation? Regardez, réservé sur votre site. Et là. Mais vous avez réservé au bistrot d'Antoine à Paris, madame. Ah non. Il y a un bar des oiseaux à Aix. C'est vrai? Oui. Et mais non, j'ai réservé sur votre site, etc., etc. Bon, ok. Et ça n'arrive pas que une fois. Oui. D'ailleurs, on s'est mis en rapport avec ces restaurants en leur disant attention, on a énormément de gens qui arrivent chez nous, qui ont réservé chez nous. Mais c'est parce que vous n'avez pas le site, c'est pour ça. Il essaye de chercher Mais- bar des oiseaux à Nice, il n'arrive Non, pas, mais- il pense que ok, ça c'est Aix. Oui, enfin bon. Donc ça veut dire quoi? Oui, c'est parce qu'on n'a pas de site. Mais ils pourraient aussi réserver à Aix et à Oui. Paris, Ah oui. etc. Ça veut dire quoi? Que certainement, le mec là de Aix ou le mec de Paris, leur site n'est pas aussi bien ça. fait C'est que ça. pour que le mec. Comprenne Mais ça que- arrive, je ne dis pas le nombre de fois. Ok, C'est récurrent. Récurrent. oui, c'est vrai. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, tous les restaurants, il n'y a pas 36 Colita, il n'y a pas 36 bars des autres. Mais ça arrive quand même. Ça arrive, ouais. Ça veut dire que le travail n'est pas assez bien fait pour les gens qui offrent cette proposition, à mon sens. Oui. Donc voilà, si quelqu'un demain me propose quelque chose d'intéressant et de ludique, il n'aura pas besoin de me convaincre. Ouais. Parce que je suis convaincu que c'est nécessaire. Mais il faut prouver, montrer. C'est un peu le même travail qu'avec votre équipe. Donc il faut que quelqu'un vous, on va dire, pas prouve, mais montre Non, ben l'engagement. voilà, bien sûr, c'est le vrai engagement. Moi, un jour, le guide Michelin, il est venu me voir en me disant « Ouais, on veut que vous ayez un site, on va vous faire votre site, etc. » Parce qu'ils ont un... Oui. Je dis « Ah bon ?» Ben, il dit « Regardez, le bistrot d'Antoine, il n'y a pas de site. On a les statistiques, il y a 1800 visites sur notre site pour le bistrot d'Antoine, Oui. et ils tombent sur une coque vide. » Oui. Parce qu'ils ont des graphiques, des Ouais. machins, ils peuvent Ouais. quantifier.
etc. C'est 1800 par mois, Oui, c'est énorme. bah oui, c'est énorme. Bon, ça ne veut pas dire que je vais avoir 1800 clients en plus ou 3000 clients en plus. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Donc je suis convaincu. Mais je n'ai pas trouvé certainement la personne qui soit capable de m'amener un vrai projet. Quoi. Ok. Ben ça, je vais vous montrer après les vrais projets. Pourquoi pas? Ça, je suis convaincue que... Mais c'est vrai que le site, c'est quelque chose, pour moi, c'est comme vitrine de votre établissement. Ouais. En fait, avant, parce qu'il y a beaucoup plus, comme vous avez dit, il y a 1000, il y a 2000, il y a peut-être plus de personnes avant qui visitent. Et après, il y a une petite quantité qui vont devenir des clients. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont voir votre restaurant en ligne que finalement vos clients. Donc, à mon avis, c'est vraiment, ça doit être... Et vous avez raison qu'il y a beaucoup, malheureusement, de sites qui ne servent à rien, que c'est juste un bouton réservé, mais parce que ça ne donne pas l'image de restaurant, ça ne donne pas envie de venir, plutôt à l'envers. Donc je suis d'accord qu'il y a travail qualitatif et pas. Mais si on parle en général marketing, les réseaux sociaux, tout ce qui est apparu, ça fait peut-être 5 années vraiment, surtout après Covid, ça a encore boosté tout ce qui est digital. D'après vous, est-ce que ça change après comment les gens, peut-être le comportement des clients, le travail en équipe, comment vous avez eu cette différence entre le monde avant digital et aujourd'hui? Bon, alors après, moi j'ai une réflexion là-dessus, qui est le secteur de clientèle que je veux. Moi je veux pas ça, je veux ça. Je choisis un segment. Par exemple, pour le bistrot d'Antoine, il y a une clientèle qui est un peu moins jeune, c'est-à-dire que c'est une clientèle des 40 et plus, qui, dans leur manière de décision, ne vont pas ou un peu moins sur le digital. Ouais. On a quand même, vous savez, une clientèle en Europe vieillissante, pas qu'en Europe. On a une clientèle qui est aujourd'hui, que ce soit, on ne va pas parler démographie, Oui, etc. mais c'est ça. Et donc, moi, le segment de clientèle que j'ai cherché au bistrot d'Antoine, c'est celui-là. Et celui-là, il a un mode de fonctionnement qui est un peu moins sur le digital. Pourquoi? Parce qu'il est encore un peu old school, etc., etc. Et il fonctionne comme ça. Sur le bar des oiseaux, c'est un peu différent. Sur le type 55, j'imagine que c'est jeune. Jeune. En fait, j'ai affaire, moi, à une clientèle un peu chelou qui vient pour prendre des photos. Mais c'est beau, je peux les comprendre, c'est beau. Ouais, ils prennent pas pas parce que c'est beau, ils prennent parce qu'en fait, ils sont dans le digital et ils veulent montrer qu'ils sont venus là. Ok, ouais. C'est vrai. Ils veulent montrer qu'ils sont venus là, donc hop, ils vont prendre la photo, des plats, des machins. Et en fait, ils s'intéressent un peu moins à la cuisine. Ouais. Ils s'intéressent un peu moins à la cuisine. Alors ils sont satisfaits, ils sont contents, mais ils sont contents de prendre une photo. Alors l'interaction, elle est un peu différente. Moi, mes clients, comment dirais-je, au bistrot, ils ne prennent pas de photos des plats. Ils ne la prennent pas, ça ne les intéresse pas tant que ça, etc. Et je vois les comportements, puisque je suis dans mes restaurants. Ouais. Et donc, je pense que ici, c'est nécessaire. Oui. Je pense qu'à type 55, ça serait nécessaire. Je sais pas, c'est au bar des oiseaux. Et le bistrot d'Antoine, il y a une vraie nécessité. Ok. Parce que c'est un segment de clientèle qui est moins attaché et moins demandeuse de ce genre de choses. Qui a une manière d'arriver chez nous, parce que moi je pose beaucoup de questions aux gens. Je dis mais comment vous êtes arrivés? Parce que quasiment ils ont tous réservé, ils ont pris la peine de téléphoner, etc. J'ai des réservations sur Instagram à type 50. C'est difficile d'aller gérer sur Instagram les réservations. On en a. J'ai jamais eu de réservation sur Instagram au bistrot d'Antoine. Ok. J'ai pas d'idée. En fait, nous, dans les restaurants, j'ai l'impression qu'on raconte des histoires. Moi, si j'ai pas d'histoire à raconter, j'ai pas de projet. Là, avec Carlos et Daniele à Colita, il y avait une histoire à raconter, des gars qui ont bossé chez moi et que j'ai réunis dans un lieu, parce que je les trouve très très brillants tous les deux, de créer un lieu où il y a 2 chefs de cuisine, je trouvais ça intéressant. Je dois être peut-être le seul restaurant à Nice où il y a 2 chefs de cuisine dans le lieu. Et tout ça, en fait, c'est des histoires. Après, des projets, oui, je peux en avoir, j'ai envie d'en avoir.
Mais j'ai aussi de temps en temps des freins. Mais je reviens aux peurs, pas du tout. C'est pas les peurs. J'ai des freins parce que d'abord, je rentre dans un âge où je devrais peut-être me calmer un peu. Tout ça, ma femme, souvent, je lui cache des choses. Je lui cache, je lui dis au dernier moment, en fait, on va ouvrir un restaurant, mais comment, machin, etc. Voilà. Bon, elle me freine parce qu'elle a envie que je me calme. Et en fait, j'ai quand même une chance, c'est qu'elle m'a toujours suivi dans tous mes projets. Elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours aidé et m'a toujours enlevé des soucis. Des maux de tête, les aspects financiers, etc. Je m'en occupe, mais je ne sais pas toujours ce que je paye. Et quand on est détaché du problème de l'argent, on a une liberté et l'esprit beaucoup plus libre pour avancer. Si ma femme, quand elle parle d'argent, moi par exemple, il y a des trucs à 15 € que je trouve chers. Elle, parce qu'elle manipule du 20, du 30, du 50 000 € quand elle fait des chèques pour la TVA, enfin tout ça, parce que c'est multiplié bien sûr. C'est pas... Et donc elle a une vision de tout ça. Moi, ça pourrait être choquant. Heureusement, je ne suis pas toujours à l'intérieur. Je suis à l'intérieur des chiffres sur la gestion. Mais pas toujours ce que l'on paye. Voilà. Merci beaucoup Armand, Oui. c'était plaisir de faire un tour de vos restaurants. Merci. Et d'être cliente également de vos restaurants. Donc Merci. on attend quand même encore des restaurants. J'espère que vous n'allez pas encore vous calmer et vous allez continuer parce que c'est vrai que les projets sont différents et ça fait plaisir de les avoir à Nice.